Et 7h37, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Brice. Votre invité ce matin, Pascal Desmurger, directeur général de la compagnie d'assurance Maïf, coprésident de l'organisation patronale Impact France et qui publie aujourd'hui le livre Gouverner autrement aux éditions de l'Aube. Bonjour Pascal Desmurger. Bonjour Adrien Gindre. Avant de se poser cette question, en effet, comment gouverner autrement, un mot de cette tempête Benjamin qui a balayé la France hier. Un touriste est mort en Corse, 38 000 foyers privés d'électricité et encore de nombreux dégâts pour des particuliers. Écoutez d'ailleurs ces sinistrés qui ont été rencontrés par nos équipes. On a eu un gros bruit. Et donc on s'est vite levé, on a regardé, l'arbre, on a allumé dehors. On a vu que l'arbre était couché. On a vite été chercher les enfants et on s'est mis dans la voiture. La baie vitrée était rendue là, les meubles s'étaient déplacés avec le vent. Tout le plafond s'était effondré. Les toitures, les bris de glace, parfois des inondations. Est-ce qu'en tant qu'assureur, vous êtes inquiet sur votre capacité à faire face à cet enchaînement, cette succession d'événements climatiques ? Alors d'abord, un petit mot pour les victimes quand même, et toute la sympathie qu'on peut avoir pour elles. Vous l'avez dit, il y a eu un décès en Haute-Corse. Évidemment, toutes nos équipes sont sur le pont. Une cellule de crise a été montée. Dès avant la tempête, d'ailleurs, on avait envoyé quelques centaines de milliers de SMS pour prévenir les personnes concernées dans les départements les plus L'appel à la prudence. Exactement, appel à la prudence et à quelques règles de précaution. Voilà, ceci étant, c'est un événement qui, pour un assureur, est un événement, j'allais dire, classique. On sait évidemment prendre en charge, faire face et tout ira bien pour nous. Il n'y aura pas demain, quand je dis demain, c'est bien sûr à l'avenir, des zones qui vont devenir pour vous inassurables quand on voit par exemple les fronts de mer qui sont confrontés tempête après tempête à des événements extrêmes? Alors c'est un vrai risque sur lequel la Maïf d'ailleurs appelle la vigilance des pouvoirs publics depuis très longtemps. Si nous ne faisons rien, il y a un risque effectivement que des zones deviennent inassurables et donc il faut construire un système de solidarité, de mutualisation finalement entre l'ensemble des assureurs pour prendre en charge ces zones-là. On va parler d'argent justement puisque le projet de budget arrive cet après-midi à l'Assemblée dans l'hémicycle. Je rappelle, 14 milliards d'euros d'impôts, 17 milliards d'euros d'économies. Alors il se trouve que dans votre livre, vous fixez le bonheur comme une finalité. On n'y est pas encore tout à fait. Ce matin dans Le Parisien, le président des députés PS, Boris Vallaud, pose une alternative, justice fiscale ou censure. Il a raison de poser le débat ainsi ? Alors, il y a clairement un enjeu de justice fiscale, ça fait longtemps que je le dis. On ne peut pas faire reposer la totalité de l'effort simplement sur les classes moyennes, surtout à l'heure où on voit qu'il y a une dégressivité de l'impôt sur le revenu, comme l'on dit, pour ce qu'on appelle les ultra-riches. Non, en tout cas, ce budget... il est totalement indispensable qu'il soit voté. C'est un sujet de stabilité économique, c'est absolument nécessaire. Et puis, ça va être un crash test. Ça va être un crash test de notre maturité politique. Est-ce que effectivement les partis vont avoir la capacité de s'entendre, de trouver un compromis? Mais sur la justice fiscale, il y a pour vous, une forme d'irresponsabilité ou d'indécence de ceux qui la refusent ou qui refusent une taxation des plus hauts patrimoines, des plus riches? Je pense en tout cas que c'est à minima une erreur tactique. Le coût de l'instabilité, le coût de l'absence de budget, de l'incertitude est beaucoup plus élevé que le coût de cette justice, de cette contribution des très grandes entreprises, cette contribution des plus fortunés. Vous dites qu'il faut accepter de payer. Comment ? Vous dites il faut accepter de payer. Absolument, et y compris en termes de calcul pur, l'instabilité nous coûte en réalité beaucoup plus cher. La clé de la beaucoup plus stabilité, cher à l'économie surtout. c'est aussi cette suspension de la réforme des retraites. C'est un engagement qui a été pris par le Premier ministre. Juste avant d'en venir aux conséquences de cette suspension, il a eu raison pour obtenir la stabilité de faire la suspension de la réforme des retraites pour vous ? Alors moi je pense qu'il y a un moment où c'était un point de passage obligé, mais si on regarde quand même cette histoire de réforme des retraites, vous me parliez de maturité politique, sujet de mon livre, c'est quand même
un manque de maturité depuis le début. De faire la suspension ou d'avoir fait la réforme? Non, la manière dont on a fait la réforme des retraites, c'est-à-dire en passant en force, hein, on se souvient l'utilisation des 49.3 par la Première ministre de l'époque. On se souvient qu'il y avait une voie de passage, les organisations syndicales, et notamment, disons-le, la CFDT, hein, avait fait des propositions au président de la République extrêmement concrètes et qui allaient vraiment dans le sens de cette... Aujourd'hui, le président de la République, justement, il dit on pourrait imaginer demain passer par un référendum. Est-ce que gouverner autrement, comme vous le dites, c'est passer par un référendum, par exemple? Alors ça en fait partie. Avant le référendum, encore faut-il préparer, négocier, notamment avec les partenaires sociaux, mais pas seulement. Le référendum ne règle pas tout. Et le référendum, en l'occurrence, soit il est beaucoup trop tard, il fallait le faire en 2023, au moment où, effectivement, on a mis en chantier cette réforme, soit c'est trop tôt, il faut relancer un processus de discussion, de construction avec les partenaires sociaux et avec les Français, et pourquoi pas ensuite un référendum. La maturité, est-ce que c'est aussi accepter l'idée que tout le monde, ou quasiment tout le monde, va devoir faire des efforts? Je reprends l'exemple de cette suspension de la réforme des retraites. Le gouvernement propose une moindre revalorisation des retraites, ce qu'on appelle la sous-indexation, c'est-à-dire que les retraités vont recevoir moins que ce que l'inflation aurait dû permettre, et puis une taxation des complémentaires santé. Est-ce que c'est le prix à payer? Alors ça peut être le prix à payer. La maturité, pour répondre à votre question, c'est à la fois en effet être responsable et raisonnable, et donc comprendre que oui, à un moment donné, chacun devra faire un effort en fonction de ses moyens, évidemment. Et puis la maturité, c'est renoncer au sentiment de toute puissance et à la solitude du pouvoir. C'est ce que vous évoquez notamment en demandant, c'est le sous-titre de votre livre, un plaidoyer pour un exercice adulte du pouvoir. Il y a des patrons, Jean-Pierre Farandou, Serge Papin, qui sont allés au gouvernement. Vous pourriez, vous, demain, rejoindre un gouvernement, vous lancer en politique pour appliquer concrètement ce que vous préconisez? Alors d'abord, moi je suis très heureux que et Jean-Pierre Farandou et Serge Papin soient au gouvernement. Moi j'ai très confiance en eux. Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail, c'est un homme de dialogue social, et donc j'en suis très satisfait. Et pour vous? Pour ce qui me concerne, ça n'est pas à l'ordre du jour. Moi je suis extrêmement attaché à la Maïf, qui est une très très belle entreprise, et donc pour l'instant il n'en est pas question, non. Mais on sent quand même que ça vous démange. Quand on fait un livre qui s'appelle Gouverner autrement, c'est soit une injonction, soit un slogan de campagne. C'est une proposition, une contribution en tout cas. Merci à vous. Le livre s'appelle Gouverner autrement, en effet. Il sort aux éditions de l'Aube. Merci à vous, Pascal Desmurger.